Bonjour, cette vidéo est la deuxième partie d'une série de vidéos sur le livre Finite vs Infinite Games. Si vous n'avez pas vu la première, il est indispensable de la regarder pour comprendre celle-ci et elle va se trouver dans la description, en fiche et sur mon compte, ma chaîne YouTube si vous souhaitez aller la voir de cette manière-là. Maintenant que ceci est dit, dans cette vidéo, on va donc appliquer le concept de Finite vs Infinite Games aux relations entre humains, aux relations dans la sexualité également, aux discussions et au savoir, ainsi que à la nature. Sachant que dans la première vidéo, on a donc fait la définition de ce que c'était qu'un Finite vs Infinite Games. Ça vous a probablement tué le cerveau, cette définition-là, et ça vous a probablement remis dans une crise existentielle. Et ensuite, on a parlé de la société, comment est-ce que la société était un ensemble de Finite Games reliés entre eux, qui nous donnaient finalement un statut social dans la société. Passons tout de suite, aux relations. Je pense qu'il y a un truc qu'on ressent tous, et qui nous ennuie tous à un point inimaginable, c'est quand par exemple on retourne voir un groupe d'amis qu'on n'avait pas vu depuis 5 ans et que ce groupe d'amis, il a une image erronée de nous. Une image du nous d'il y a en fait 10 ans et qui comprend pas qu'on a pu changer entre le moment où on était il y a 10 ans et le moment où on est aujourd'hui. C'est souvent pareil en famille, en fait, la famille va être là, ouais mais toi tu fais ça, alors qu'en fait non, on a changé depuis ce moment-là et on se fait toujours tirer vers le bas par notre famille ou par notre environnement d'il y a 5 ans, alors que nous tout ce qu'on voulait faire c'était changer. Et ben en fait l'auteur il dit, mais en fait ce problème-là, il vient du fait qu'on a une définition fini des personnes. Et en fait, ce problème, il existe parce que la plupart des gens n'ont pas la bonne conception de comment est-ce qu'on se définit soi-même et de comment est-ce qu'on change soi-même. La première chose à comprendre, c'est qu'on se définit et on est quelqu'un par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on va pas relationner avec les autres comme on est, c'est que on va être qui on est par rapport à nos relations avec les autres. Le moi social, il se définit par les interactions. Et du coup, forcément, on pourra avoir différentes casquettes, différentes identités en fonction du groupe de personnes à qui on va parler. Et l'autre point à comprendre, c'est qu'en fait, le déséquilibre permet à un humain d'être équilibré. Un changement continu, ça veut pas dire une discontinuité, mais ça veut dire un équilibre en soi. En fait, un changement continu, pour une personne, ça traduit pas une discontinuité dans son identité. Non, ça traduit justement sa continuité en tant que personne, son être. Ça nous permet de nous définir. Et c'est d'ailleurs le principe de la sélection naturelle, de l'évolution humaine et vivante. Ce principe, c'est que parmi tout ce qui est vivant, ce qui survit, est ce qui s'adapte, est ce qui change. Si par exemple le soleil s'éteint, c'est la plante qui va réussir à trouver d'autres sources de nutriments que la photosynthèse. Si demain il n'y a plus de pâtes, c'est les gens qui vont réussir à changer, à s'adapter à ce changement, qui vont réussir à survivre. Et c'est pas ceux qui vont rester à faire des réserves de pâtes chez eux pour en manger encore jusqu'à la fin des temps, qui vont survivre. Bon, je vous l'accorde, c'était une image un petit peu nulle, mais je pense que vous avez compris le principe. En fait, l'idée c'est aussi de dire que quand on aime une personne, on l'aime pas pour qui elle est en un moment figé ou une image qu'on a d'elle, mais on l'aime en tant que génie intérieur, en tant que personne, en tant que conscience. Et on aime cette personne dans la manière dont elle va continuer à se construire, à grandir, à évoluer sur sa propre ligne de développement. On l'aime parce qu'elle change. On l'aime pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle était et pour ce qu'elle sera, en fait. Et là, l'auteur, il définit un concept qui est le moi, le I, le grand I, le génie. Je suis le génie de moi-même. Bon, alors là, j'avoue que j'ai pas tout compris à cette partie-là. Je suis pas assez high level, je pense. J'y reviendrai dans 5 ans et je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Mais en gros, l'idée, c'est de dire qu'on est le génie de nous-mêmes. On est la conscience ultime qui est nous. Et on n'est pas les masques qu'on se met dans tous nos Finite Games. On se définit pas par notre métier. On se définit pas par nos contacts, par notre carnet d'adresse ou quoi que ce soit. Non. On se définit par le génie qu'on est nous-mêmes, par notre conscience globale. Et comment est-ce qu'on évolue? C'est pas en passant de Finite Games en Finite Games, c'est pas en gagnant plus d'argent et plus d'argent et plus d'argent. Non, c'est pas comme ça qu'on évolue. On évolue en relation avec les autres par ce qu'il appelle le touch. C'est là où il va falloir que je fasse un disclaimer, c'est que je vais prononcer des phrases telles que la sexualité, c'est toucher l'autre en son intérieur. Et là, voilà, il va y avoir les connotations sexuelles tout de suite qui vont arriver. Ce n'est pas ce que je veux dire, et je pense que vous le comprenez très bien. Le fait de toucher quelqu'un, justement, c'est justement ne pas faire appel à lui sur sa façade, sur le fait que c'est un docteur qui a 45 ans. Non, c'est de passer outre cette façade et de s'adresser directement à sa conscience, à son génie intérieur, au grand moi, par des discussions profondes, par justement la sexualité, par différents types de Infinite Games, et donc d'évoluer soi-même par cette rencontre et de faire en même temps évoluer l'autre. Parlons maintenant un petit peu de la sexualité finie et surtout de la séduction pour commencer. En fait, la séduction, dans notre société qui est une société donc finie, elle est vachement orientée vers la propriété. C'est-à-dire que le but de la séduction au départ, c'est de voir la personne la plus belle, la plus intelligente, celle avec le plus de pouvoir dans la société. On peut se permettre de séduire. Donc là, en fait, le but, c'est de maximiser le pouvoir de la personne avec qui on va pouvoir sortir après. Une fois qu'on a fait ça, le but de la séduction, c'est que l'autre nous appartienne, qu'on soit en couple, que ce soit mon mec, que ce soit ma meuf. Du coup, c'est un ensemble de jeux, de moments, d'instants qui sont vécus, tout ça dans le but d'être terminé, que cette phase soit terminée et qu'elle ne soit jamais revécue, qu'après on soit en couple et qu'on construise autre chose, un quotidien, mais que ce truc de moments incroyables qu'on vit ensemble se termine à partir du moment où la séduction est terminée, puisqu'on possède l'autre. Ça y est, on a réussi.
Et du coup, l'auteur avance aussi, bon là je suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est pas grave, que l'appétit constant des personnes dans une sexualité finie pour de nouvelles positions, de nouvelles drogues, de nouveaux jouets ou quoi que ce soit, c'est une recherche, encore une fois, d'un moment fini. Le but, en fait, dans la sexualité finie, c'est de créer une collection de moments qui vont être finis jusqu'au moment où la passion va peut-être s'évaporer et où le couple va du coup peut-être se séparer. Et du coup, l'auteur dit un peu une sorte de punchline à un moment où il dit « La sexualité finie, c'est une forme de théâtre dans laquelle la distance entre deux personnes est très régulièrement proche de zéro, mais n'est jamais zéro. Du coup, les deux personnes n'arrivent jamais à se toucher dans leur fort intérieur et donc à, comme on l'a dit avant, faire évoluer le génie qui sont en eux. » Et du coup, au contraire, il définit la sexualité infinie, l'auteur, en disant que les joueurs de la sexualité infinie n'ont aucun intérêt à faire de la séduction ou à, au final, acter le fait qu'on soit en couple parce qu'ils n'ont aucun intérêt à définir les règles d'un jeu fini en réduisant la liberté de quelqu'un d'autre, en créant les frontières d'un jeu commun. Non, en fait, la sexualité infinie, elle est super fluide. Personne n'est hétérosexuel, pansexuel, bisexuel, homosexuel, parce que toutes ces définitions, elles ont à voir avec des limites. En disant « je suis homosexuel », je définis moi-même les propres limites de mon finite game, de mon jeu. Or, la sexualité infinie, elle a aucune raison d'être limitée à des frontières. Encore une fois, les joueurs infinis ne jouent pas dans des frontières, mais jouent avec les frontières et les repoussent sans cesse. L'idée dans la sexualité infinie, c'est d'arrêter de vouloir plus de pouvoir au-dessus de l'autre ou quoi que ce soit, mais tout simplement d'être soi, en tant que son propre génie, et de participer en son ensemble, en son plein, avec l'autre personne dans un moment unique, dont le seul but est de faire évoluer l'autre et soi-même par réflexion, parce que effectivement, la sexualité, c'est la manière la plus efficace de toucher l'autre en son intérieur, et donc de le faire évoluer, de le faire grandir. Et du coup, il n'y a pas d'idéaux transmis par la société, de représentation de quoi que ce soit, ni de but dans la sexualité. Bah oui, parce que la sexualité finie, quand on fait l'acte sexuel, le but, c'est d'arriver à la fin, qui est l'orgasme. Et si on n'y arrive pas, on a échoué, on a perdu. Alors que non, dans la sexualité infinie, l'orgasme, c'est pas un but, c'est un moyen, et il n'y a aucun problème si on n'y arrive pas durant un acte sexuel. Et en fait, il n'y a rien de caché dans la sexualité infinie. Le désir sexuel, il est exposé comme du désir sexuel. Bah oui, puisqu'on s'en fout de l'avouer à quelqu'un qu'on a du désir sexuel, parce que le but, c'est pas d'être le meilleur, le plus grand, le plus vertueux dans la relation. Non, le but, c'est pas d'avoir plus de pouvoir, plus de mérite. Non, encore une fois, il n'y a pas de but. Donc du coup, on l'avoue, il y a plus de tabou. Et du coup, la sexualité infinie n'a pas non plus de private parts, c'est-à-dire de zones intimes. Et la sexualité infinie ne se concentre pas non plus sur certains actes ou certaines parties du corps. C'est pas un truc pour donner plus de pouvoir à une certaine personne. C'est pas une partie privée auquel on va donner accès à une personne en particulier en lui donnant une faveur. Non, en fait, le corps, c'est un moyen pour, encore une fois, parvenir à évoluer soi-même dans son fort intérieur et faire évoluer la personne avec qui on a l'acte. Dans la sexualité finie, je relationne avec toi comme un corps. Tandis que dans la sexualité infinie, je relationne avec toi dans un corps. Et du coup, quand une personne rentre dans une sexualité infinie, elle ne vient pas dans le cadre de ses limites, elle vient avec ses limites pour évoluer. Donc là, tout ce que je viens de vous dire, c'est les paroles de l'auteur du livre Finite vs Infinite Games. Je partage une grosse partie de ce qui vient d'être dit, mais je suis pas complètement tranché et je suis super ouvert à votre avis, à votre débat qui a peut-être beaucoup plus de recul que moi sur le sujet. C'est pour ça que fait l'espace commentaire ci-dessous. Passons donc maintenant à la page suivante qui sont les discussions. Le savoir, c'est le résultat d'une bataille finie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quelqu'un qui détient le savoir, qui détient une vérité, c'est parce qu'elle a gagné une bataille. Et cette bataille, c'était de prouver aux autres qu'ils avaient une vérité qui était plus fausse que la sienne. Et comme toute bataille, comme tout Finite Game, ça nous donne un titre. Et ce titre, c'est le fait de dire « Hey, j'ai ce savoir, j'ai cette vérité, c'est moi qui l'ai trouvé, ça me permet de gagner plus de pouvoir dans la société, et donc le savoir doit être affiché publiquement dans des livres, dans des vidéos, etc. Je le fais abondamment, donnez-moi beaucoup plus de pouvoir grâce à mon savoir. » Et du coup, très rapidement, c'est un concept qu'il élabore énormément dans le livre, que moi je vais traduire en une phrase parce qu'il m'a pas particulièrement intéressé. C'est le langage fini vs le langage infini. Dans le langage fini, les gagnants ne parlent pas avec les perdants. Non, les gagnants parlent pour les perdants. À l'inverse, le langage infini, il vient pas avec des vérités générales. Il vient pas avec des conclusions et des opinions tranchées. Non, le but du langage infini, c'est d'évoluer soi-même avec son interlocuteur. Le langage infini, il est jamais à propos de quelque chose, il est pour quelqu'un. Le but du langage infini, c'est encore une fois de se faire évoluer par le langage. Exactement comme la sexualité infinie, sauf qu'au lieu que ce soit de la sexualité qu'on utilise comme moyen pour se toucher l'un l'autre, bah là, on va utiliser le langage. Encore une fois, pas de jeu de mots.
Bon, j'ai un rendez-vous dans 10 minutes, du coup je vais pas pouvoir vous parler de ces 2 points-là, mais vous inquiétez pas, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Commençons par parler de ce point-là qui est hyper intéressant, c'est les mécanismes vs les organismes. Et ce point-là, il est aussi hyper intéressant pour comprendre la différence de culture entre l'Occident et l'Orient. C'est-à-dire qu'en Occident, on va avoir tendance à tout analyser par le biais des mécanismes. Chaque truc qu'on voit va avoir différentes parties qu'on peut analyser d'un point de vue rationnel, de l'extérieur, qui vont venir s'imbriquer pour qu'il y ait un mouvement, qu'il y ait un fonctionnement propre au mécanisme. Par exemple, le corps humain, on va le voir comme un ensemble d'os, un ensemble d'organes qui vont fonctionner ensemble grâce à des relations pour faire fonctionner l'humain. Et on va pouvoir tout soigner de l'extérieur d'un point de vue rationnel. À l'inverse, en Asie, on va avoir beaucoup plus tendance à voir les choses comme des organismes. Les organismes qui évoluent. Des organismes, c'est des trucs qui naissent de l'intérieur, qui évoluent, qui grandissent de l'intérieur et qu'on construit pas de manière rationnelle par l'extérieur. Et c'est pour ça que toutes les médecines chinoises, elles visent pas à corriger par l'extérieur, non, elles visent à comprendre où passe l'énergie du corps et ensuite appuyer, insuffler un petit peu de pression de l'extérieur pour que l'humain se soigne de l'intérieur, en fait. Et du coup, dans son livre, lui, il appelle ça les mécanismes vs le garden. Un garden, en fait, c'est un environnement, une culture qu'on se design pour soi-même, qui soit capable de nous accompagner dans toutes nos intentions. Et du coup, un garden, il crée l'énergie à l'intérieur de lui-même, et c'est ça qui lui permet de grandir, c'est l'intention de la personne qui utilise le garden, tandis qu'un mécanisme, un appareil, l'énergie, elle lui est insufflée par l'extérieur pour qu'il fonctionne. C'est que par exemple, un jardin et un jardinier, du coup, ils existent dans le seul but de pouvoir encourager des initiatives et dans le seul but de pouvoir modifier et profiter de l'instant au moment où il existe. Tandis que si on prend par exemple un jardin sous l'aspect d'un mécanisme, on va voir ce qu'il en découle comme des produits, on va voir le fait de la récolte comme un aboutissement, on va voir des chevaux qu'on élève comme des produits. Autrement dit, on va jouer à un jeu pour se terminer. Il y a toujours une fin, un but, un aboutissement. Tandis qu'en réalité, un jardin, pour un joueur infini, ça va simplement être un endroit, a place of growth, un endroit où on peut grandir. Et du coup, moi, c'est exactement ce que j'essaye de me créer pour ma vie. Moi, j'ai envie d'être un penseur artiste, un gars qui, à chaque fois qu'il a une envie, il y va, il le fait, et ça lui permet en même temps de créer du contenu, de créer des produits, je sais pas quoi. Du coup, moi, c'est ça que j'essaye de me créer pour moi, c'est mon garden, avec l'argent, le voir comme un moyen, mon travail, le voir aussi comme un moyen, et au final, de tout voir comme quelque chose d'infini dans ma vie, qui me permet simplement d'évoluer. Du coup, je design mon garden avec mon métier, avec mes relations, avec mon quotidien, pour me permettre d'explorer tout ce qui me plaît et d'évoluer de manière infinie. Et un autre truc qui change entre les machines et les gardens, entre les mécanismes et les organismes, c'est que quand on utilise un mécanisme, nous, on change pas en tant qu'utilisateur du mécanisme. Alors que quand on travaille dans le jardin, quand on est dans le jardin, le but du jardin, c'est de nous renvoyer des choses et de nous faire évoluer. On apprend à conduire une voiture, tandis qu'on devient un jardinier. Et le but de jardinier, c'est juste de jardiner. Et du coup, en fait, quand on utilise une machine, on se dit souvent, la machine démultiplie nos intentions, les capacités des humains. En réalité, c'est pas forcément le cas. En tout cas, l'inverse est aussi vrai. Quand on utilise une machine, surtout une machine un peu complexe, on conditionne notre manière de penser, notre manière de faire aux fonctionnalités de la machine. Par exemple, si on design un système de prise de notes où tout va être catégorisé et rangé de manière super bien triée, super spécifique par thème, etc., on va avoir tendance à penser de cette manière-là pour créer nos notes. Alors que si on a un truc qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus soumis à la sérendipité, etc., on va penser aussi de cette manière-là et on va être beaucoup plus enclin à faire émerger de nouvelles idées. Du coup, il faut toujours penser que la machine qu'on utilise nous conditionne. Et ensuite, une autre punchline du livre sur la machine vs l'organisme, c'est quand une machine fonctionne parfaitement, elle cesse d'exister, elle cesse d'être présente matériellement. Et oui, parce qu'en fait, ce qu'on veut quand on achète une machine, c'est pas d'avoir la machine. Par exemple, quand on achète une voiture, le but, c'est pas d'avoir une voiture. Le but, c'est de pouvoir se déplacer de manière confortable et rapide. Du coup, on achète en fait le résultat. Et la machine, c'est un intermédiaire qui nous contraint. L'aboutissement ultime de technologie, c'est de disparaître. C'est de nous donner son résultat, sa fonction, et qu'il y ait le moins d'interface possible entre les deux. Qu'il y ait le moins de friction pour que ça conditionne le moins possible notre pensée et que ça nous démultiplie simplement dans nos intentions sans nous contraindre. Et ensuite, la dernière punchline du livre, c'est donc la dernière phrase du dernier chapitre, c'est simplement « Il n'y a qu'un seul Infinite Game ». Du coup, là, c'est une supposition, ce que je vais dire, mais je suppose que ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a un seul Infinite Game, c'est la vie, et que le but, c'est de créer son garden, son truc, où on va peut-être jouer parfois à des Infinite Game, peut-être composer avec tout ça, mais se rendre compte que le seul but de la vie, c'est d'être un Infinite Game, c'est de continuer à y jouer, de prendre du plaisir dans le moment présent, et le seul but de l'existence, c'est d'être vécu dans le moment présent, d'évoluer en son fort intérieur par tout ce qui vient de dire, la sexualité, le rapport à la nature, l'art, tout ça, la création, et c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie. Voilà, pour moi c'est ça, et c'est la philosophie de vie du moins que j'en ai retirée et qui découle du coup de ce livre-là, qui est juste merveilleuse. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que cette série de 2 vidéos vous aura intéressé, je teste un petit peu des nouveaux formats sur cette chaîne YouTube, un petit peu moins travaillé, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, dites-moi aussi si j'ai été clair dans mes explications. À noter tout de même que vous pouvez avoir
la carte mentale récapitulative de ces 2 vidéos qui sont sorties les 2 semaines précédentes, directement en cliquant sur un lien dans la description. C'est complètement brouillon, c'est la plupart en anglais. Je vous laisse regarder tout ça si cela peut vous plaire. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Salut!